La fille d'un milliardaire échouait à tous les examens jusqu'à ce qu'un pauvre garçon de 7 ans lui apprenne à repartir de zéro, surprenant tout le monde. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Votre fille est inéducable. Ces mots frappèrent Richard Wellington comme un coup physique. Le docteur Patricia Hawthorne, la psychologue scolaire la plus chère de Beverly Hills, était assise en face de lui dans son bureau immaculé, rendant un verdict qu'aucun argent de milliardaire ne pouvait annuler. C'est impossible, dit Richard, sa voix à peine contrôlée. Madison a juste besoin de la bonne approche. Nous n'avons pas tout essayé. Monsieur Wellington, j'ai testé plus de 3000 enfants au cours de ma carrière. Votre fille a échoué à toutes les évaluations. Les maths, la lecture, la compréhension, des puzzles logiques de base que des enfants de 6 ans maîtrisent facilement. Le ton clinique du docteur Hawthorne coupa court à son déni. Elle a obtenu un score dans le percentile le plus bas dans toutes les catégories. Dans la salle d'attente, Madison, 8 ans, pressait son oreille contre la porte, son cœur se brisant à chaque mot. Elle avait déjà entendu des murmures de la part de professeurs, de tuteurs, même de sa nounou, mais jamais aussi clairement prononcés. Inéducable. Le mot s'imprima dans sa mémoire. 20 minutes plus tard, le père et la fille étaient assis dans leur Bentley dans un silence complet. Madison regardait ses mains, se demandant pourquoi Dieu l'avait faite si différente des autres enfants. Pourquoi son cerveau ne fonctionnait-il pas comme le leur? Pourquoi les chiffres nageaient-ils sur la page comme des poissons qu'elle ne pouvait attraper? Papa, murmura-t-elle. Suis-je stupide? Les jointures de Richard blanchirent sur le volant. Sa petite fille, sa précieuse Madison, réduite à demander si elle était stupide. Toute sa richesse, tout son pouvoir, et il ne pouvait pas arranger cela. Non, ma chérie, tu n'es pas stupide. Nous n'avons juste pas encore trouvé le bon professeur. En effet. Alors qu'il traversait le centre-ville, dépassant les tours étincelantes de son empire commercial, Richard se sentit plus impuissant que lorsqu'il avait commencé sans rien. Au moins, à l'époque, le travail acharné avait suffi. Maintenant, en voyant l'esprit de sa fille s'effondrer, examen après examen, échec après échec, il réalisa que l'argent ne pouvait pas acheter ce dont elle avait le plus besoin. Ils s'arrêtèrent à un feu rouge près de Riverside Elementary, une modeste école publique à des mondes de distance de l'académie privée de Madison. À travers le grillage, des enfants jouaient pendant la récréation, leur rire porté par la brise de l'après-midi. Madison observa un petit garçon latino qui apprenait à un groupe d'enfants plus jeunes à faire des ricochets avec des pierres dans une flaque. Il se déplaçait avec une telle patience, démontrant la technique encore et encore jusqu'à ce que chaque enfant réussisse. Lorsque la plus petite fille réussit enfin à faire rebondir sa pierre 3 fois, le visage du garçon s'illumina de pure joie. « Regarde, papa » murmura Madison. Il leur apprend. Quelque chose dans sa voix fit Richard regarder de plus près. Le garçon ne devait pas avoir plus de 7 ans, pourtant il avait un don naturel pour expliquer les choses, pour faire en sorte que l'apprentissage semble facile et amusant. « C'est bien, ma chérie » dit Richard distraitement alors que le feu changeait. Mais Madison ne pouvait oublier le doux sourire de ce garçon ou la façon dont il célébrait chaque petite victoire. Dans son monde d'échecs coûteux et de diagnostics cliniques, elle fut témoin de quelque chose de magique, quelqu'un qui croyait que n'importe qui pouvait apprendre. Elle ne savait pas que le lendemain, leur monde entrerait en collision de la manière la plus inattendue. Le lendemain matin, le chauffeur privé de Madison prit un mauvais virage, évitant des travaux sur Sunset Boulevard. Au lieu d'arriver à l'entrée en marbre de la Prestige Academy, avec ses jardins manucurés et son service de voiturier, ils se retrouvèrent devant Riverside Elementary, où des enfants aux vêtements usés mais propres passaient à travers de simples grilles métalliques, leur rire résonnant sur l'asphalte craquelé. « Mademoiselle Madison, nous devons vous emmener à l'école » dit James, vérifiant sa montre nerveusement. Il conduisait pour la famille Wellington depuis 8 ans et n'avait jamais été en retard. « Attendez ici, James » dit soudain Madison, son cœur battant la chamade avec un courage inattendu. « Je veux voir quelque chose. » Avant que son chauffeur ne puisse protester, elle se glissa hors de la Bentley au siège en cuir et se dirigea vers la cour de récréation, son uniforme de créateur la faisant ressortir comme un paon au milieu de moineaux. Il était là, le garçon de la veille, assis seul sous un chêne du Nil, aidant patiemment un enfant plus jeune avec une fiche d'exercice de mathématiques. Sa concentration était si totale, si différente de celle de ses tuteurs coûteux, qui vérifiaient constamment leur montre Rolex et semblaient désireux de s'échapper. «
Tu lui apprends mal, dit Madison, s'approchant de malgré son cœur battant la chamade. Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter, poussée par des mois de frustration face aux méthodes échouées. Le garçon leva les yeux, révélant de chaleureux yeux bruns qui ne contenaient aucun jugement, seulement de la curiosité. Son sourire était authentique d'une manière que Madison voyait rarement dans son monde privilégié. « Salut, je m'appelle Tommy Martinez, et tu as probablement raison. J'ai seulement 7 ans et j'apprends aussi. Que ferais-tu différemment ?» Madison cligna des yeux, complètement prise au dépourvu par sa gentillesse. À la Prestige Academy, admettre son ignorance signifiait la mort sociale, des moqueries chuchotées et l'isolement aux tables de déjeuner. Ici, un garçon reconnaissait ses limites sans aucune honte. Je ne sais pas. Je suis nul en maths. Tout le monde le dit. Personne n'est nul en maths, dit Tommy simplement, tapotant l'herbe à côté de lui. Ils n'ont juste pas encore trouvé leur chemin. Les maths, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Certaines personnes ont besoin d'images. Certaines ont besoin d'histoire. Certaines ont besoin de toucher des choses. Tu veux t'asseoir avec nous ? Quelque chose dans sa voix, complètement exempte de jugement, pleine de curiosité et de chaleur authentique, fit Madison s'asseoir sur l'herbe à côté d'eux, ignorant que sa coûteuse jupe plissée allait se tacher. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit suffisamment en sécurité pour risquer de se tromper. Tu vois ce problème ? Tommy pointa cette +5 écrit avec des chiffres soignés sur une feuille de cahier déchirée. Au lieu de penser à des chiffres flottants dans l'espace, imagine ça comme tes choses préférées. Tu as cette belle poupée et ton ami t'en donne 5 de plus pour ton anniversaire. Combien de poupées as-tu en tout ? Les yeux de Madison s'écarquillèrent alors que la compréhension l'inondait. 12. Parce que je peux réellement imaginer ma collection de poupées sur l'étagère de ma chambre. Le sourire de Tommy illumina tout son visage. Exactement. Les maths ne consistent pas à mémoriser des règles qui n'ont aucun sens. Il s'agit de comprendre ce que les chiffres représentent dans le monde réel. La sonnerie de l'école retentit, brisant le moment magique comme du verre. Alors que les enfants se précipitaient à l'intérieur, Madison réalisa qu'elle avait appris plus en 5 minutes avec Tommy qu'en des mois de séances de tutorat coûteuses qui la laissaient plus brisée qu'avant. « Tu seras là demain ?» demanda-t-elle urgemment, désespérée de ne pas perdre ce sentiment d'espoir. « Tous les jours », promit Tommy, rassemblant ses matériaux usés. Au même endroit, à la même heure. Alors que James la cherchait frénétiquement dans la cour de récréation, Madison retourna à la Bentley avec quelque chose qu'elle avait oublié exister, la conviction que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas désespérée après tout. Pendant 3 jours magiques, Madison convainquit James de prendre la route panoramique passant par Riverside Elementary, affirmant qu'elle aimait voir comment les enfants ordinaires vivaient. Chaque matin, elle passait de précieuses minutes volées avec Tommy avant que son chauffeur ne devienne méfiant et n'insiste pour qu'il parte pour la Prestige Academy, où une autre journée d'échecs scolaires l'attendait. « Tu es différente des autres enfants riches que j'ai rencontrés », observa Tommy le jeudi matin, la regardant peiner avec les tables de multiplication de base qu'il avait tourmentées pendant des mois. « Tu écoutes vraiment quand les gens parlent, et tu ne te comportes pas comme si tu savais déjà tout. » Les autres enfants riches, demanda Madison, surprise et curieuse. Dans son monde protégé, elle rencontrait rarement des enfants de milieux différents. Ma mère fait le ménage dans des maisons à Beverly Hills 3 jours par semaine. Je l'accompagne parfois pendant les vacances d'été. La voix de Tommy ne contenait aucune amertume, juste une acceptation factuelle. J'entends parfois les enfants. Ils pensent qu'ils savent déjà tout. Ne posent jamais de questions. N'admettent jamais quand ils sont confus. Mais la confusion est le début de l'apprentissage. Tommy lui tendit de petits cailloux qu'il avait ramassés dans la cour de récréation. Tiens, essayons 4x3 avec ceci au lieu de juste regarder les chiffres sur le papier. Madison arrangea soigneusement les cailloux en 4 groupes de 3, son front plissé de concentration. Soudain, son visage s'illumina de compréhension. Oh, c'est comme faire des équipes égales pour les jeux. 4 équipes avec 3 joueurs chacune font 12 joueurs au total. Tu y es. L'enthousiasme de Tommy était contagieux, tout son corps vibrant pratiquement de joie. Tu n'es pas stupide, Madison. Loin de là. Tu apprends juste différemment de la façon dont ils t'enseignent dans cette école chic. Cet après-midi-là à la Prestige Academy, Madison choqua Madame Patterson en résolvant correctement un problème de multiplication en utilisant la méthode des cailloux dans sa tête, visualisant des groupes d'objets plutôt que des nombres abstraits.
Sa professeure la regarda avec une confusion totale. Madison n'avait jamais montré une telle compréhension auparavant, n'avait jamais rien résolu sans larmes et frustration. « Où avez-vous appris cette technique, Madison ?» demanda Madame Patterson, sa voix aiguë de suspicion. « Je viens de comprendre », mentit Madison habilement, protégeant son amitié secrète comme un précieux trésor que les adultes pourraient essayer de voler ou de ruiner avec leurs règles compliquées. Ce soir-là, Richard Wellington leva les yeux de ses rapports financiers pour trouver sa fille essayant de faire ses devoirs sans larmes pour la première fois depuis des mois. Sa crise habituelle du soir fut remplacée par une concentration silencieuse et des sourires occasionnels. « Tu sembles différente, ma chérie. Plus heureuse, plus confiante, observa-t-il, mettant de côté des papiers valant des millions pour se concentrer sur ce précieux changement chez sa fille. Madison sourit mystérieusement, pensant à la voix patiente et aux mots encourageants de Tommy, la façon dont il rendait l'apprentissage une aventure plutôt qu'une punition. Elle ne pouvait pas parler à papa de ses visites matinales. Il ne comprendrait jamais pourquoi un pauvre garçon d'une école publique réussissait là où des experts coûteux de l'Ivy League avaient échoué si misérablement. « Peut-être que je grandis enfin, dit-elle. Mais ses yeux cachaient des secrets. Richard Wellington n'avait pas bâti un empire d'1 milliard de dollars en manquant des détails importants. Quelque chose de fondamental avait changé chez sa fille, et son instinct lui dit d'enquêter. Pendant ce temps, à Riverside Elementary, la professeure de Tommy, Madame Rodriguez, le remarqua en train de dessiner des diagrammes mathématiques complexes pendant le temps libre, des équations bien au-delà de tout ce qui était enseigné à l'école primaire. « Tommy, où as-tu appris à travailler avec des problèmes comme ceux-ci » Tommy leva les yeux de son cahier, son crayon s'arrêtant en plein calcul. « J'aime juste trouver comment aider les gens à mieux comprendre les choses. » Ce que ni Madison ni Tommy ne réalisèrent, c'est que leur réunion du matin n'était pas passée inaperçue. Quelqu'un avait observé leur improbable amitié se développer, et le lendemain, leur secret soigneusement gardé serait révélé d'une manière qu'aucun enfant ne pouvait imaginer. Richard Wellington se vantait de résoudre des problèmes complexes, que ce soit dans les salles de conseil ou dans les affaires familiales, et la mystérieuse transformation scolaire de sa fille était une énigme exigeant une enquête immédiate. Vendredi matin, au lieu de se diriger vers son bureau du centre-ville, il décida de suivre la voiture de Madison à une distance prudente, réellement curieux de cet itinéraire panoramique que James avait mentionné avec une fréquence croissante. Ce qu'il découvrit devant Riverside Elementary le laissa complètement sans voix et remettant en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'éducation. Sa fille parfaitement habillée était assise en tailleur dans la terre à côté d'un garçon latino aux vêtements propres mais manifestement d'occasion. Tous deux étaient penchés sur un cahier usé avec la concentration intense de jeunes scientifiques faisant des découvertes révolutionnaires. Madison riait réellement de pure joie, tout en travaillant sur des problèmes de maths qu'il avait réduits à des larmes de frustration pendant des mois. « Monsieur, dois-je informer mademoiselle Madison que vous êtes ici ?» James remarqua la Mercedes noire de Richard dans son rétroviseur et parut confus par cette surveillance inhabituelle. « Non, » dit Richard doucement, complètement hypnotisé par la scène qui se déroulait devant lui. « Laissez-moi regarder et apprendre. » Il observa la méthodologie d'enseignement de Tommy avec un étonnement croissant et une admiration professionnelle. Le garçon utilisait des bouchons de bouteilles pour des exercices de calcul, dessinait des images élaborées dans la terre pour expliquer des concepts, et transformait chaque problème abstrait en histoire vivante que Madison pouvait visualiser et auquel elle pouvait se connecter émotionnellement. En 20 minutes, Madison avait maîtrisé des concepts mathématiques qui avaient dérouté ses tuteurs à $300 de l'heure avec leur diplôme fantaisiste et leur méthode traditionnelle. Lorsque la sonnerie de l'école retentit enfin, et que Madison retourna à contre-cœur à la voiture, parlant avec enthousiasme de famille de nombres et d'aventures mathématiques, Richard la suivit à une distance discrète, son esprit s'emballant de possibilités et de questions. Il devait tout apprendre sur ce garçon miraculeux qui avait accompli ce que sa vaste richesse ne pouvait acheter. Au déjeuner, Richard Wellington fit quelque chose d'inédit dans sa vie méticuleusement organisée. Il annula une réunion de conseil cruciale représentant des millions de dollars de contrats potentiels et entra dans le modeste bureau de Riverside Elementary, se sentant étrangement nerveux à propos de cette enquête non conventionnelle. « J'aimerais parler à la directrice Rodriguez de l'un de vos élèves, dit-il à la secrétaire surprise, qui le reconnaissait d'après les photos de journaux, mais n'avait jamais imaginé qu'un milliardaire visiterait leur école sous-financée. 1 heure plus tard, Richard apprit l'histoire remarquable de Tommy. 7 ans, mais lisant à un niveau quasi lycéen. Aidant constamment les camarades en difficulté pendant la récréation malgré n'ayant aucune formation d'enseignant formel, affichant une compréhension intuitive de la façon dont les différents esprits traitent l'information. Sa mère,
Maria Martinez, occupait 3 emplois de nettoyage épuisants pour subvenir à leurs besoins après le décès du père de Tommy dans un tragique accident de construction il y a 2 ans. Tommy a un don extraordinaire pour l'enseignement, expliqua la directrice Rodriguez, sa voix remplie d'admiration et de frustration. Mais nous n'avons pas de ressources pour des programmes avancés ou une formation spécialisée. Il s'éduque essentiellement lui-même tout en relevant la moitié de nos élèves en difficulté. Ce soir-là, Madison bondit pratiquement dans le bureau de Richard, ses devoirs terminés et son moral s'envolant plus haut qu'il ne l'avait vu depuis des années. « Papa, j'ai eu un A- à mon contrôle de maths aujourd'hui. Madame Patterson a dit que c'était le meilleur travail que j'ai jamais fait. C'est absolument merveilleux, ma chérie. Dis-moi, comment as-tu réussi à résoudre ces problèmes difficiles ? Demanda-t-il, sachant déjà mais voulant entendre sa version. Le sourire confiant de Madison vacilla légèrement. Elle avait été si prudente pour garder ses rencontres avec Tommy complètement secrètes, mais quelque chose dans l'expression entendue de son père suggérait que son élaborée mascarade pourrait s'effondrer. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, dit-elle faiblement, sa voix trahissant son anxiété. Madison, je t'ai vu avec le garçon de Riverside Elementary ce matin. Je sais qu'il t'a aidé à apprendre de manière à fonctionner pour ton esprit. » Le cœur de Madison sombra dans son estomac. Maintenant, papa allait sûrement lui interdire de voir Tommy, et elle retournerait inévitablement à être la fille inéducable qui ne pouvait rien maîtriser, peu importe ses efforts. Mais les mots suivants de Richard la choquèrent au plus profond d'elle-même. J'aimerais rencontrer ce Tommy Martinez correctement, et apprendre ses méthodes d'enseignement remarquables. Samedi après-midi, Richard Wellington se tenait nerveusement sur le pas de la porte d'un immeuble d'appartements exigus dans un quartier que son équipe de sécurité avait déconseillé de visiter, se sentant plus anxieux qu'avant toute négociation commerciale à enjeux élevés ou prise de contrôle d'entreprise. Madison lui serrait fort la main, tout aussi nerveuse à l'idée d'introduire ces 2 mondes complètement différents, et espérant qu'ils ne s'entrechoqueraient pas de manière destructive. Monsieur Wellington. Maria Martinez ouvrit la porte, ses yeux s'écarquillant de choc et de reconnaissance. Elle avait nettoyé les immenses propriétés de ses voisins de Beverly Hills pendant 2 ans, entrant toujours par les entrées de service, n'imaginant jamais que le célèbre milliardaire visiterait son humble maison. « S'il vous plaît, entrez. » Le petit appartement de 2 chambres était immaculé, mais tristement dépouillé. Un canapé usé avec des coussins soigneusement réparés, une table pliante servant à double usage de salle à manger et de bureau d'études, et des murs fièrement couverts de certificats scolaires de Tommy, des fiches de maths améliorées de Madison, et des photos de famille montrant des moments plus heureux avant que la tragédie ne frappe. Tommy était assis en tailleur dans le coin, aidant patiemment sa timide cousine de 6 ans, Maria Elena, avec la compréhension de lecture, sa voix douce et encourageante alors qu'il la guidait à travers un livre d'images sur l'amitié. Tommy, appela doucement Madison, se sentant soudain gêné par ses vêtements coûteux dans cet espace modeste. « Voici mon papa, Monsieur Wellington. » Tommy se leva gracieusement et tendit sa petite main avec un calme et une dignité remarquables qui impressionnèrent Richard immédiatement. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Wellington. » Madison est incroyablement intelligente. Elle avait juste besoin que quelqu'un lui montre que les chiffres peuvent être des amis au lieu d'ennemis effrayants qui attaquent son cerveau. Richard s'agenouilla au niveau des yeux de Tommy, étudiant ce garçon extraordinaire qui avait accompli ce que des équipes d'experts éducatifs coûteux n'avaient pas réussi à faire. « Tommy, je comprends que tu as aidé Madison à découvrir ses capacités mathématiques. »« Oui, monsieur, mais elle m'a aussi appris des choses, » répondit Tommy avec sincérité. « Les enfants riches voient le monde sous des angles différents des enfants comme moi. C'est vraiment intéressant d'apprendre sur sa perspective et ses expériences. »« Que voudrais-tu devenir quand tu seras grand, mon garçon ?» demanda Richard, réellement curieux des rêves et des ambitions de cet enfant. Les yeux sombres de Tommy s'illuminèrent d'une intensité passionnée. « Un professeur, définitivement. Je veux aider les enfants qui se sentent stupides à réaliser qu'ils sont en fait brillants à leur manière. Tout le monde apprend différemment. Les adultes l'oublient parfois et essaient de forcer des chevilles carrées dans des trous ronds. » Richard jeta un coup d'œil autour de l'humble appartement, notant la pile de factures impayées sur le comptoir, le radiateur d'appoint unique, la façon dont les mains de Maria portaient de profondes callosités dues à des années de nettoyage de maisons d'autres personnes. Une idée révolutionnaire commença à se former, une idée qui pourrait changer fondamentalement l'avenir des 2 familles. « Tommy, et si je te disais qu'il y avait un moyen pour toi d'enseigner à beaucoup plus d'enfants, pour aider des enfants comme Madison qui luttent et souffrent dans les environnements éducatifs traditionnels ?» Maria s'avança avec protection,
ses instincts maternels activés. Monsieur Wellington, nous apprécions sincèrement votre intérêt pour Tommy, mais nous ne cherchons pas la charité ou les aumônes. Ce n'est pas de la charité, Madame Martinez. C'est une affaire potentiellement révolutionnaire. L'esprit entrepreneurial de Richard s'emballait de possibilités excitantes. Tommy possède un don rare, la capacité naturelle d'atteindre les enfants que les systèmes éducatifs conventionnels échouent complètement à toucher. Je veux étudier ces méthodes et les étendre. Madison observa cette conversation cruciale avec un enthousiasme et un espoir croissant. Serait-ce vraiment possible? Tommy pourrait-il devenir son professeur officiel au lieu de leur amitié secrète? Mais la question innocente suivante de Tommy laissa tout le monde froid et les força à affronter des vérités inconfortables. Monsieur Wellington, pourquoi tous ces professeurs coûteux avec des diplômes fantaisistes ont-ils échoué avec Madison alors que l'aider à apprendre était en fait assez simple? La pièce tomba dans un silence pesant. Richard réalisa que ce garçon perspicace de 7 ans venait de poser la question dévastatrice qui allait exposer tout ce qui était fondamentalement faux dans le système éducatif auquel il avait aveuglément fait confiance et qu'il avait financé. Dans ce moment profond, Richard Wellington comprit que le parcours d'apprentissage de sa fille était sur le point de devenir quelque chose de beaucoup plus grand et plus important que quiconque n'avait jamais imaginé possible. Parce qu'il la traitait comme si elle était brisée au lieu d'être différente, dit Richard doucement, le poids de la simple question de Tommy résonnant dans son esprit comme un tremblement de terre. Ils ont essayé de forcer son cerveau dans leur méthode rigide au lieu de découvrir et de nourrir son style d'apprentissage naturel. Tommy hocha la tête avec une sagesse bien au-delà de ses 7 ans. L'esprit de Madison fonctionne avec des images, des histoires et des connexions. Quand je lui montre que 8x7 signifie 8 groupes de 7 amis jouant ensemble, elle comprend immédiatement et se souvient pour toujours. Mais quand les professeurs écrivent juste des chiffres sur un tableau blanc et s'attendent à de la mémorisation, autant parler une langue étrangère qui n'a aucun sens. Maria Martinez observait cet échange intense avec un malaise croissant et une inquiétude protectrice. Les gens riches et puissants ne visitaient pas son modeste appartement pour discuter de philosophie éducative à moins qu'ils ne veuillent quelque chose d'important et potentiellement transformateur de vie. Monsieur Wellington, dit-elle avec précaution, sa voix ferme malgré son cœur battant la chamade. Qu'est-ce que vous proposez exactement pour mon fils? Richard regarda Madison, qui aidait maintenant la cousine de Tommy à épeler des mots difficiles avec une patience qu'elle n'avait jamais montrée auparavant, et prit la décision monumentale qui allait changer toute leur destinée pour toujours. Je veux financer un programme éducatif complètement expérimental, dit-il, sa voix gagnant en force et en conviction. Tommy travaillerait directement avec Madison et d'autres enfants qui luttent désespérément dans les environnements académiques traditionnels. Nous documenterions soigneusement ces méthodes révolutionnaires, créerions de nouveaux supports pédagogiques basés sur ces idées, et prouverions scientifiquement que chaque enfant peut apprendre brillamment lorsqu'il est enseigné de manière à correspondre à son esprit individuel. Les yeux de Tommy s'écarquillèrent d'excitation et de possibilités. Vous voulez dire que je pourrais réellement aider plus d'enfants comme Madison? Des enfants qui pensent qu'ils sont stupides mais qui ont juste besoin d'approches différentes. Des centaines d'entre eux initialement, potentiellement des milliers à mesure que nous nous étendrons à l'échelle nationale. L'enthousiasme de Richard augmenta de façon exponentielle à mesure que la vision se concrétisait en plan concret. Nous commencerions petit, un programme pilote soigneusement contrôlé avec 10 élèves qui ont été tragiquement étiquetés comme ayant des troubles d'apprentissage ou des cas désespérés. Si les méthodes de Tommy s'avèrent constamment efficaces, nous révolutionnerions l'éducation dans tout le pays. Madison sauta de pure joie. Papa, ça veut dire que Tommy pourrait être mon vrai professeur au lieu de ces personnes méchantes qui me font me sentir bête. Mais l'expression de Maria s'assombrit d'inquiétude et de suspicion. Et qu'advient-il de l'enfance et de l'éducation de Tommy? Il a 7 ans, Monsieur Wellington. Il doit être à l'école, apprendre et jouer, pas travailler pour votre empire commercial. Il continuerait absolument ses études. Des programmes accélérés conçus pour les enfants doués, des tuteurs privés dans chaque matière, l'accès aux meilleures ressources éducatives que l'argent peut offrir. Tommy recevrait une éducation digne de ses dons extraordinaires tout en partageant simultanément ses dons pour transformer la vie d'autres enfants. Tommy regarda pensivement entre sa mère protectrice et le puissant homme d'affaires, comprenant bien plus que n'importe quel enfant de 7 ans sur les décisions qui changent une vie et leurs conséquences. Il ne s'agissait plus seulement d'aider Madison. Il s'agissait de prouver qu'un pauvre garçon d'un quartier oublié de la ville pouvait révolutionner la façon dont le monde entier pensait à l'apprentissage et au potentiel humain. Maman, dit Tommy doucement, sa voix portant une gravité inhabituelle. Tu te souviens ce que tu me dis toujours?
Que Dieu donne à chacun des talents spéciaux spécifiquement pour aider d'autres personnes qui sont en difficulté. Les yeux de Maria se remplirent de larmes alors que des émotions conflictuelles déchiraient son cœur. Son fils miraculeux se voyait offrir des opportunités qu'elle ne pourrait jamais lui offrir, une éducation d'élite, une sécurité financière, la chance de changer d'innombrables vies. Mais le coût semblait énorme et terrifiant. Tommy n'était pas seulement son enfant. Il était son miracle, son espoir d'échapper à la pauvreté, sa preuve que les rêves pouvaient survivre à la tragédie. « J'ai besoin de temps pour réfléchir et prier à ce sujet », murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, dit Richard doucement, reconnaissant l'ampleur de ce qu'il demandait. Mais Madame Martinez, je veux que vous compreniez que Tommy n'aiderait pas seulement ses enfants sur le plan scolaire. Il les sauverait d'années à se sentir inutiles et désespérés, exactement comme il a sauvé Madison de ces ténèbres dévastatrices. Alors qu'il se préparait à partir, Tommy saisit fermement la main de Madison, son expression sérieuse. Quoi qu'il arrive avec les décisions des adultes, nous resterons toujours amis, n'est-ce pas? Promets-le-moi. Madison hocha solennellement la tête. Mais quelque chose dans le ton de Tommy suggérait qu'il sentait déjà que leur amitié innocente était sur le point de se transformer en quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer ou contrôler. Le lendemain matin apporterait la réponse qui changerait la vie de Maria. Et avec elle, le début d'une révolution éducative qui commença avec la fille en difficulté d'un milliardaire désespéré et un garçon brillant qui refusait de laisser quiconque se sentir stupide ou désespéré. Mais d'abord, il y avait quelque chose de crucial à propos de Tommy que Maria n'avait jamais dit à personne, un secret sur son passé qui rendrait l'ambitieuse proposition de Richard infiniment plus compliquée et dangereuse qu'il ne le réalisait. Le lundi matin arriva avec Maria Martinez assise à sa table de cuisine, fixant la carte de visite de Richard Wellington, tandis que Tommy mangeait des céréales et fredonnait joyeusement, ignorant complètement que son avenir était en jeu. Elle avait passé tout le week-end à prier, à arpenter et à lutter avec la décision la plus importante de leur vie. « Maman, tu as l'air inquiète », observa Tommy, ses yeux perspicaces étudiant son visage. « C'est à propos de l'offre de M. Wellington ?» Maria prit une profonde inspiration, sachant que le moment était venu de révéler la vérité qu'elle avait cachée pendant 2 ans. « Tommy, avant que je ne donne ma réponse à Monsieur Wellington, il y a quelque chose à propos de ton père que je ne t'ai jamais dit. Quelque chose sur la vraie raison de sa mort. » La cuillère de Tommy s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Que veux-tu dire ? Papa est mort dans un accident de construction. » C'est vrai, mais pas toute la vérité. La voix de Maria trembla alors que des souvenirs douloureux refaisaient surface. Ton père, Miguel, n'était pas seulement un ouvrier du bâtiment. Il se battait contre le district scolaire parce qu'il voulait te placer dans des classes d'éducation spéciale. Il disait que tu avais de graves troubles d'apprentissage et que tu ne réussirais jamais à l'école normale. Les yeux de Tommy s'écarquillèrent sous le choc. Mais j'aime apprendre. Je suis bon à l'école. Tu le es maintenant, Mijo. Mais quand tu avais 5 ans, tu ne savais pas lire, tu ne savais pas écrire ton nom, tu ne savais pas compter jusqu'à 10. L'enseignante disait que tu avais un retard de développement et voulait te séparer des autres enfants pour toujours. Les larmes coulaient librement maintenant. Ton père passait chaque soirée à t'enseigner lui-même, essayant méthode après méthode jusqu'à ce qu'il trouve des moyens qui fonctionnaient pour ton bel esprit. Maria, sa voix brisée de chagrin et de fierté. Le jour de sa mort, il rentrait d'une autre réunion avec le conseil scolaire, se battant pour d'autres enfants comme toi. Il était si épuisé par le travail de construction toute la journée et la lutte contre le système toute la nuit qu'il s'est endormi au volant. Le poids de cette révélation pesait lourdement dans la petite cuisine. Tommy avait hérité non seulement du don de son père pour l'enseignement, mais aussi de sa mission passionnée d'aider les enfants en difficulté à trouver leur potentiel. C'est pourquoi tu as peur de l'offre de Monsieur Wellington, dit Tommy doucement, la compréhension inondant son jeune visage. Tu penses que je pourrais être blessé en combattant la même bataille qui a tué papa. Maria hocha la tête, incapable de parler à travers ses larmes. Tommy se leva et serra sa mère fort dans ses bras. Maman, et si papa n'est pas mort pour rien? Et si c'était notre façon de continuer son combat, mais avec des gens puissants qui nous aident au lieu de nous combattre? Cet après-midi-là, Maria appela Richard Wellington avec sa réponse. Monsieur Wellington, j'accepte votre proposition, mais à une condition. Vous devez connaître toute la vérité sur mon fils avant de faire de lui le visage de votre révolution. 1 heure plus tard, Richard était assis dans son bureau, complètement stupéfait par l'histoire de Maria.
Tommy n'avait pas seulement appris à enseigner aux enfants en difficulté. Il en avait été un lui-même. Cela changeait tout, rendant les réalisations du garçon encore plus remarquables et l'impact potentiel exponentiellement plus grand, mais cela le rendait aussi infiniment plus précieux pour les personnes qui pourraient vouloir exploiter ou réduire au silence ce qu'il représentait. Richard décrocha son téléphone et fit un appel qui allait changer les enjeux pour toujours. Dr Hawthorne, c'est Richard Wellington. J'ai besoin que vous conceviez la batterie d'évaluation éducative la plus complète que vous ayez jamais créée. Nous sommes sur le point de prouver que votre diagnostic était erroné au-delà de ma fille. 3 semaines plus tard, le nouveau centre d'innovation éducative de la Fondation Wellington ouvrit ses portes dans un entrepôt converti au centre-ville de Los Angeles, délibérément situé entre Beverly Hills et East La, un terrain neutre où différents mondes pouvaient se rencontrer en toute sécurité. Richard n'avait pas lésiné sur les moyens pour créer un environnement qui ressemblait plus à un terrain de jeu de découverte qu'à une salle de classe traditionnelle. Madison traversa les espaces ouverts et lumineux remplis de stations d'apprentissage, de technologies interactives et de coins lecture confortables, son cœur battant la chamade d'excitation et de terreur. Aujourd'hui, elle allait rencontrer les 9 autres enfants choisis pour le programme expérimental de Tommy, des enfants qui, comme elle, avaient été étiquetés comme des cas désespérés par l'éducation traditionnelle. Bienvenue dans notre aventure d'apprentissage, annonça Tommy au petit groupe d'enfants nerveux et de parents sceptiques. À 7 ans, il inspirait naturellement respect et attention. Je sais qu'on a dit à tout le monde ici qu'il ne pouvait pas apprendre correctement. Je le sais parce qu'on m'a dit la même chose il y a seulement 2 ans. Un halètement collectif résonna dans la pièce. Les parents échangèrent des regards choqués tandis que les enfants fixaient Tommy avec un nouvel espoir scintillant dans leurs yeux. La vérité est qu'il n'y a pas d'enfant qui ne puisse pas apprendre, continua Tommy, sa voix portant une conviction au-delà de son âge. Il n'y a que des enfants qui n'ont pas encore trouvé leur langage d'apprentissage. Aujourd'hui, nous commençons à découvrir quelle langue parle votre esprit brillant. Le docteur Patricia Hawthorne observait depuis le coin, son presse-papier prêt à documenter ce qu'elle s'attendait à être un autre échec éducatif. Elle avait accepté d'évaluer le programme uniquement pour prouver que certains enfants étaient bel et bien inéducables, protégeant le système traditionnel de ce qu'elle considérait comme un dangereux faux espoir. Tommy commença par Marcus, un garçon afro-américain de 8 ans qui avait été expulsé de 3 écoles pour problèmes de comportement. En quelques minutes, Tommy réalisa que Marcus n'était pas désobéissant. Il était un apprenant kinesthésique, piégé dans un environnement où il fallait s'asseoir et se taire. Marcus, tu veux m'aider à apprendre à tout le monde l'addition en construisant quelque chose de cool, demanda Tommy. Pendant l'heure qui suivit, Marcus construisit des tours de blocs élaborés tout en apprenant des concepts mathématiques par la création physique. Ses problèmes de comportement disparurent complètement lorsque ses mains étaient occupées et que son esprit était mis au défi de manière appropriée. Le docteur Hawthorne observa avec un étonnement croissant comment Tommy transformait chaque enfant à problème en un apprenant engagé. Sarah, étiquetée comme sévèrement dyslexique, commença à lire couramment lorsque Tommy lui montra comment les lettres pouvaient danser et raconter des histoires. James, diagnostiqué avec un TDAH sévère, se concentra pendant des heures lorsque les leçons incorporaient le mouvement et le rythme. Mais la transformation la plus remarquable fut celle de Madison elle-même. Entourée d'enfants qui comprenaient ses difficultés, elle s'épanouit en une tutrice confiante et encourageante, aidant les autres à découvrir leurs forces tout comme Tommy l'avait aidé. C'est impossible, docteur, murmura Hawthorne à Richard alors qu'il regardait 10 enfants inéducables s'engager dans des activités d'apprentissage complexes avec joie et succès. Ces résultats violent tout ce que nous savons sur les troubles d'apprentissage. Peut-être, répondit Richard doucement, que tout ce que nous savons est faux. À la fin de la première semaine, chaque enfant avait montré une amélioration mesurable. Mais plus important encore, ils avaient commencé à se voir différemment, non pas comme cassés ou stupides, mais comme des apprenants dotés de dons uniques attendant d'être découverts. Cependant, la nouvelle du succès du programme se répandait rapidement dans les milieux éducatifs, et tout le monde n'était pas satisfait. Ce soir-là, Richard reçut un appel téléphonique qui le glaça jusqu'aux os. Monsieur Wellington, ici le docteur Frédéric Morrison du Conseil national des normes éducatives. Nous devons discuter immédiatement de votre programme expérimental non autorisé. La révolution avait commencé, mais des forces puissantes se mobilisaient déjà pour l'arrêter avant qu'elle ne puisse menacer l'ordre établi qui avait échoué tant d'enfants depuis si longtemps. Vous jouez avec le feu, Wellington. La voix du docteur Morrison crépita à travers le haut-parleur dans le bureau de Richard, une hostilité à peine contenue évidente dans chaque mot.
Votre petit programme non réglementé donne de faux espoirs aux familles et sape les protocoles éducatifs établis qui existent pour de bonnes raisons. Richard s'adossa à son fauteuil en cuir, étudiant les rapports de données préliminaires étalés sur son bureau. Après seulement un mois, le programme de Tommy montrait des résultats qui semblaient presque trop beaux pour être vrais. Que menacez-vous exactement, Dr Morrison? Je ne menace rien. Je vous informe que le département d'État de l'Éducation mènera une enquête approfondie sur votre établissement. Si nous trouvons des violations des normes éducatives ou des preuves de dommages psychologiques à ces enfants vulnérables, nous vous fermerons définitivement. La ligne se coupa, laissant Richard fixer le téléphone avec un malaise croissant. Il s'attendait à une certaine résistance, mais le venin dans la voix de Morrison suggérait que cela allait plus loin qu'une simple préoccupation professionnelle. Pendant ce temps, au centre d'innovation, Tommy était complètement absorbé à aider Jennifer, une fille de 9 ans qui avait été scolarisée à la maison après que 5 écoles différentes l'eurent déclarée intellectuellement handicapée. Elle restait immobile pendant des jours, apparemment incapable de traiter aucune information jusqu'à ce que Tommy remarque son doigt traçant des motifs invisibles sur son bureau. « Jennifer, tu dessines quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Pour la première fois depuis des semaines, elle leva les yeux et hocha timidement la tête. « Peux-tu me montrer ce que tu dessines ?» Jennifer prit une feuille de papier et commença à créer des motifs géométriques complexes avec une précision mathématique qui laissa Tommy sans voix. Cet enfant intellectuellement handicapé résolvait inconsciemment des relations spatiales complexes qui mettaient au défi des étudiants universitaires. Jennifer, ces motifs sont incroyables. Sais-tu qu'ils suivent les mêmes règles que les équations d'algèbre? En 1 heure, Jennifer résolvait des problèmes mathématiques avancés en les traduisant dans son langage de motifs visuels. L'enfant handicapé était en fait doué d'une manière que les tests traditionnels ne pouvaient mesurer. Madison observa cette percée avec une confiance croissante dans les méthodes de Tommy, mais aussi une inquiétude grandissante concernant les conversations d'adultes qu'elle avait entendues par hasard. Des personnes qui avaient l'air importantes posaient des questions sur leur programme, et pas des questions amicales. « Tommy, murmura-t-elle pendant la pause déjeuner, je pense que des adultes essaient d'arrêter notre école. » L'expression de Tommy devint sérieuse au-delà de son âge. « Madison, tu te souviens ce que ma mère m'a dit à propos de mon père? Parfois, quand tu aides les gens, d'autres personnes ont peur parce que le changement menace leurs emplois et leur pouvoir. Mais nous aidons juste les enfants à apprendre. Comment cela pourrait-il être mauvais? Ce n'est pas mauvais pour les enfants, expliqua Tommy avec une sagesse qui ne devrait pas exister chez un enfant de 7 ans. Mais si nous prouvons que beaucoup d'enfants n'ont pas réellement de troubles d'apprentissage, alors certains adultes qui gagnent de l'argent en gardant les enfants dans des programmes spéciaux pourraient perdre leur emploi. Cet après-midi-là, des visiteurs inattendus se présentèrent au centre d'innovation. Le docteur Morrison arriva avec 2 psychologues pour enfants, un inspecteur d'État et une femme au visage sévère avec une mallette pleine de documents légaux. Nous sommes ici pour mener des évaluations psychologiques obligatoires de tous les enfants de ce programme, annonça le docteur Morrison, son ton suggérant qu'il s'attendait à trouver de graves problèmes. Nous avons reçu des plaintes selon lesquelles ces enfants sont soumis à des techniques expérimentales qui pourraient causer des dommages psychologiques durables. Richard sentit ses instincts protecteurs s'enflammer. Des plaintes de qui? Tous les parents ici ont constaté une amélioration remarquable chez leur enfant. Des rapports anonymes de professionnels de l'éducation préoccupés, répondit froidement le docteur Morrison. Ces enfants seront testés individuellement pour déterminer s'ils ont subi des effets indésirables de vos méthodes non réglementées. Ce qui arriva ensuite allait soit valider tout ce que Tommy avait accompli, soit détruire le programme avant qu'il ne puisse changer plus de vie. Alors que les fonctionnaires commençaient à séparer les enfants pour des tests individuels, Tommy prit une décision qui allait forcer tout le monde à affronter la vérité sur qui protégeait réellement les meilleurs intérêts des enfants. « Attendez, » dit Tommy, s'avançant avec un courage remarquable. « Avant de les tester, je veux que vous me testiez. Je veux que vous me fassiez les mêmes tests qui ont fait que tout le monde pensait que j'avais des troubles d'apprentissage il y a 2 ans. » La pièce tomba dans le silence alors qu'un garçon de 7 ans défiait tout l'établissement éducatif de prouver la validité de ses méthodes. « C'est très irrégulier, » protesta le docteur Morrison, visiblement mal à l'aise avec le défi inattendu de Tommy. « Enfant, tu ne comprends pas la complexité de ces évaluations. »« Alors expliquez-moi, » répondit Tommy avec une confiance surprenante. « Si je suis censé enseigner à d'autres enfants, ne devrais-je pas être capable de réussir le test qu'ils ont échoué? À moins que les tests ne mesurent pas réellement ce qu'ils prétendent mesurer. » Le docteur Patricia Hawthorne s'avança,
sa curiosité professionnelle l'emportant sur le malaise évident de ses collègues. En fait, cela pourrait fournir des données comparatives précieuses. Si Tommy a vraiment été diagnostiqué avec des troubles d'apprentissage et les a surmontés, nous devons comprendre comment. Richard observa cette confrontation avec une fierté et une terreur croissantes. Tommy était sur le point d'exposer les défauts fondamentaux du système qui avait échoué tant d'enfants. Mais le coût personnel pourrait être dévastateur. Très bien, accepta le docteur Morrison à contre-cœur. Mais quand ce garçon échouera à ses évaluations standardisées, nous aurons la preuve définitive que votre programme crée une fausse confiance plutôt qu'un réel apprentissage. Pendant les 3 heures suivantes, Tommy subit la même batterie de tests qu'il avait étiquetés comme ayant un retard de développement seulement 2 ans plus tôt, des évaluations du quotient intellectuel, des dépistages des troubles d'apprentissage, des évaluations comportementales et des mesures de réussite scolaire conçues pour catégoriser les enfants dans des cases soignées et gérables. Madison et les autres enfants attendaient avec anxiété dans l'espace d'apprentissage principal pendant que les adultes déterminaient leur sort dans les salles de conférences voisines. L'atmosphère ressemblait à une salle d'audience où les rêves d'enfance étaient jugés. Lorsque Tommy sortit enfin de la salle de test, son visage était illisible. Le docteur Morrison et son équipe se penchèrent sur les résultats des tests, leurs expressions passant de la confiance à la confusion, puis à quelque chose s'approchant du choc. Les résultats sont très inhabituels, annonça le docteur Morrison, sa voix tendue. Selon les évaluations d'aujourd'hui, Tommy Martinez obtient un score dans le 99e percentile pour l'intelligence, démontre des capacités avancées de résolution de problèmes et ne montre aucun signe de trouble d'apprentissage, quel qu'il soit. Mais c'est impossible, interjeta le docteur Hawthorne, fouillant frénétiquement dans ses papiers. Son diagnostic original il y a 2 ans indiquait de graves retards de développement. Les enfants ne se débarrassent pas simplement de limitations cognitives fondamentales. Tommy s'avança avec une dignité qui fit taire la salle. Docteur Hawthorne, puis-je voir mes résultats de tests originaux ? Avec des mains tremblantes, elle lui tendit le dossier qui avait failli détruire son avenir éducatif. Tommy étudia les documents pendant plusieurs minutes avant de parler. Ces tests mesuraient ma capacité à m'adapter à vos méthodes d'enseignement, pas ma capacité réelle à apprendre. Quand vous m'avez testé pour la lecture, vous avez utilisé des mots qui ne signifiaient rien pour un enfant de 5 ans de mon quartier. Quand vous avez testé mes compétences en mathématiques, vous avez utilisé des nombres abstraits au lieu de problèmes du monde réel auxquels je pouvais me rapporter. Il regarda directement le docteur Morrison. Vous ne testiez pas mon intelligence. Vous testiez ma familiarité avec des références culturelles de la classe moyenne et des styles d'enseignement traditionnels. La pièce éclata en murmures inconfortables alors que les implications de la déclaration de Tommy s'enfonçaient. Si son diagnostic avait été erroné, combien d'autres enfants avaient été mal étiquetés ? Combien d'esprits brillants avaient été écartés parce qu'ils ne se conformaient pas aux attentes standardisées ? De plus, continua Tommy, sa voix de 7 ans portant le poids de générations d'enfants échoués. Chaque enfant de ce programme s'est amélioré de façon spectaculaire, non pas parce que nous avons abaissé les normes, mais parce que nous avons relevé nos attentes et changé nos méthodes pour correspondre à la façon dont leurs esprits fonctionnent réellement. Le docteur Hawthorne fixa les résultats des tests dans ses mains, sa vision professionnelle du monde s'effondrant complètement. Si c'est vrai, si nous avons systématiquement mal diagnostiqué des enfants en nous basant sur des biais culturels et méthodologiques, alors des milliers d'enfants ont été privés de leur potentiel. Et le système doit être complètement reconstruit depuis les fondations, termina Richard doucement. Le visage du docteur Morrison était devenu pâle alors qu'il réalisait les ramifications légales et professionnelles. Si cela se savait, cela déclencherait des enquêtes sur chaque diagnostic de trouble d'apprentissage, chaque placement en éducation spéciale, chaque enfant à qui on avait dit qu'il n'était pas assez intelligent pour réussir. Cette conversation n'a jamais eu lieu, dit-il désespérément. Ces résultats sont peu concluants. Nous avons besoin de tests plus approfondis avant de tirer des conclusions. Mais Tommy secoua la tête avec une sagesse triste. Docteur Morrison, vous ne pouvez pas cacher la vérité pour toujours. Ces enfants méritent mieux que d'être entreposés dans des systèmes qui ne croient pas en eux. Alors que les fonctionnaires emballaient à la hâte leurs matériaux et se préparaient à partir, il devint clair que Tommy n'avait pas seulement réussi leur test. Il avait exposé la faillite fondamentale de toute l'approche des différences d'apprentissage. La révolution n'était plus seulement un programme expérimental. Il s'agissait de réimaginer comment la société voyait le potentiel des enfants et qui décidait quels esprits valaient la peine d'être développés.
Mais les révolutions entraînent des conséquences dangereuses, et des personnes puissantes étaient sur le point de passer à l'action pour protéger le statu quo qui les avait rendues riches et importantes. Ce soir-là, le téléphone de Richard sonna avec l'appel qu'il redoutait. Son ami de longue date et autre milliardaire, Charles Pelton, président de la plus grande entreprise de tests éducatifs d'Amérique, parla avec une rage à peine contenue. « Richard, qu'est-ce que tu crois faire ? Ta petite expérience menace une industrie de 50 milliards de dollars. As-tu la moindre idée du nombre d'emplois, d'entreprises, de carrières qui dépendent du système actuel ? Charles, nous aidons des enfants qui ont été rejetés par ce système. En quoi est-ce une menace ? Parce que si tu prouves que les troubles d'apprentissage sont largement fabriqués par des méthodes d'enseignement inadéquates, chaque programme d'éducation spéciale, chaque entreprise de test, chaque intervention pharmaceutique devient discutable. Nous parlons de l'effondrement complet de tout un secteur de l'économie. Richard ressentit tout le poids de ce dans quoi ils étaient tombés. Il ne s'agissait plus seulement d'éducation. Il s'agissait de pouvoir, d'argent et de contrôle institutionnel sur la façon dont la société classifiait et limitait le potentiel des enfants. Alors, qu'est-ce que tu me suggères de faire ? Abandonner ces enfants pour protéger les profits des entreprises. Je te suggère d'être très prudent quant aux ennemis que tu te fais, répondit Charles froidement. Certaines personnes n'hésiteront pas à te détruire et tout ce que tu as bâti pour protéger leurs intérêts. La menace était claire. L'empire commercial de Richard, la sécurité de sa famille, même le centre d'innovation lui-même pouvaient devenir des cibles s'il continuait à défier de si puissantes forces économiques. Le lendemain matin apporta des nouvelles dévastatrices. Maria Martinez appela Richard en larmes, sa voix tremblante de peur et de colère. « Monsieur Wellington, ils ont pris Tommy. » « Que voulez-vous dire, ils l'ont pris ?» Les services de protection de l'enfance sont venus ce matin avec une ordonnance du tribunal. Ils ont dit que des rapports anonymes affirmaient que j'exploitais mon fils, le forçant à travailler au lieu de fréquenter une école appropriée. Ils l'ont placé sous garde protectrice en attendant une enquête complète. Le sang de Richard se glaça. Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un utilisait le système juridique pour neutraliser Tommy avant qu'il ne puisse exposer davantage de vérités inconfortables. Au centre d'innovation, Madison et les autres enfants attendaient avec anxiété leur professeur, qui n'arriva jamais. Sans les doux conseils de Tommy, plusieurs enfants commencèrent à retomber dans leurs anciens schémas de frustration et de désespoir. « Où est Tommy ?» demanda Madison à son père urgemment. « Les autres enfants ont besoin de lui. J'ai besoin de lui. » Richard s'agenouilla à côté de sa fille, son cœur brisé alors qu'il essayait d'expliquer la corruption des adultes à un enfant. « Certaines personnes essaient d'arrêter notre programme, ma chérie. Ils ont temporairement éloigné Tommy. Mais pourquoi ? Nous apprenons. Nous sommes heureux. Nous prouvons que nous ne sommes pas stupides. Exactement. Et cela menace les personnes qui profitent du fait de garder les enfants étiquetés comme ayant des troubles d'apprentissage. » Les yeux de Madison s'enflammèrent de colère, inhabituelle pour une enfant de 8 ans. Ce n'est pas juste. Tommy m'a sauvé. Il nous a tous sauvés. Cet après-midi-là, Richard prit la décision la plus importante de sa vie. Il convoqua une conférence de presse d'urgence, sachant que cela le rendrait des ennemis puissants irréversiblement, mais incapable d'abandonner les enfants qui avaient trouvé l'espoir dans l'approche révolutionnaire de Tommy. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il aux médias réunis, je suis ici pour exposer un échec systématique dans la façon dont nous éduquons nos enfants les plus vulnérables. Le système actuel ne se contente pas de ne pas les aider. Il leur nuit activement en les convainquant qu'ils sont intellectuellement inférieurs alors qu'ils sont en fait des esprits brillants piégés dans des méthodes d'enseignement inappropriées. » Il présenta l'histoire de Tommy, les améliorations spectaculaires chez les 10 enfants, et la preuve que les tests traditionnels étaient culturellement biaisés et méthodologiquement imparfaits. Un garçon de 7 ans a prouvé en 3 heures ce que des experts en éducation n'ont pas pu voir en des décennies. Nous ne mesurons pas l'intelligence des enfants. Nous mesurons leur conformité à des attentes culturelles étroites. La réponse fut immédiate et explosive. Des groupes de défense de l'éducation exigèrent des enquêtes. Des parents d'enfants ayant des besoins spéciaux inondèrent les médias sociaux avec leurs propres histoires de mauvais diagnostics et d'échecs institutionnels. Le cours des actions des grandes entreprises de tests commença à chuter alors que les investisseurs réalisaient la responsabilité potentielle. Mais la réponse la plus importante vint d'une source inattendue. Tommy, regardant la conférence de presse depuis son placement temporaire en famille d'accueil, réussit à appeler la ligne privée de Richard.
Monsieur Wellington, sa petite voix portait une détermination que des adultes 2 fois plus âgés n'avaient pas, je veux témoigner à l'audience demain. Je veux leur dire moi-même qu'aucun enfant ne devrait jamais se voir dire qu'il est trop stupide pour apprendre. Les lignes de bataille étaient tracées. Demain, un garçon de 7 ans se tiendrait devant un juge et déterminerait si la révolution ou la suppression définirait l'avenir de l'éducation pour des millions d'enfants. Les enjeux ne pouvaient être plus élevés, et Tommy Martinez était sur le point de devenir l'enfant le plus important d'Amérique. La salle d'audience était bondée au-delà de sa capacité alors que Tommy Martinez, vêtu de sa seule bonne chemise, marchait fermement vers la barre des témoins. Les caméras de télévision capturèrent chaque pas du garçon de 7 ans qui était devenu le symbole de la révolution éducative. Manifestants et partisans remplissaient le couloir extérieur, scandant des slogans concurrents sur les droits des enfants et la protection institutionnelle. La juge Margaret Chen regarda Tommy avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. En 30 ans passés au banc, elle n'avait jamais présidé une affaire où le témoignage d'un enfant pouvait potentiellement remodeler toute une industrie. « Tommy, comprends-tu pourquoi tu es ici aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. « Oui, votre honneur. Je suis ici parce que certains adultes pensent que des enfants comme moi sont trop brisés pour apprendre, et d'autres adultes pensent que nous apprenons juste différemment. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui a raison. » L'avocat du docteur Morrison se leva agressivement. « Votre honneur, cet enfant a été préparé par de riches intérêts pour saper les sauvegardes éducatives légitimes. Son témoignage devrait être rejeté comme de la propagande répétée. » Tommy se tourna pour faire face directement à l'avocat, sa jeune voix portant une clarté surprenante. « Monsieur, personne ne m'a entraîné à échouer à ces tests il y a 2 ans. Personne ne m'a entraîné à me sentir stupide chaque jour jusqu'à ce que mon papa m'apprenne que mon esprit fonctionne juste différemment. Et personne n'a entraîné Madison Wellington à se coucher en pleurant chaque nuit jusqu'à ce que nous devenions amis. » De la galerie, Madison se leva spontanément. Tommy dit la vérité. Il m'a sauvé de la pensée que j'étais désespéré pour toujours. Et moi, cria Marcus, se levant de son siège. Je ne suis pas un mauvais enfant. J'avais juste besoin de bouger en apprenant. Un par un, les 10 enfants du centre d'innovation se levèrent, les visages de leurs parents inondés de larmes alors qu'ils regardaient leurs enfants autrefois handicapés parler avec une confiance et une intelligence que l'éducation traditionnelle n'avait jamais reconnue. La juge Chen donna l'ordre, mais ses propres yeux étaient humides, observant ce déploiement sans précédent de courage enfantin. Tommy poursuivit son témoignage avec une précision dévastatrice. « Votre honneur, je veux vous lire quelque chose. » Il sortit un papier froissé. « Ceci vient de mon diagnostic original, le sujet démontre de graves limitations cognitives, une incapacité à traiter les informations séquentielles et un probable handicap intellectuel nécessitant une assistance spéciale à vie. » Il leva les yeux vers la salle d'audience bondée. « C'était moi il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'enseigne à d'autres enfants des maths avancées et des compétences en lecture. Soit je suis le premier miracle de l'histoire médicale, soit ces tests étaient erronés quant à ce que je pouvais faire. » Le docteur Osborne se leva de son siège, son calme professionnel finissant par se fissurer complètement. « Votre honneur, j'ai rédigé ce diagnostic. J'avais tort. Complètement, terriblement tort. L'intelligence de ce garçon n'a jamais été altérée. Nos méthodes étaient déficientes. Notre compréhension était déficiente. Nos préjugés étaient déficients. » La salle d'audience éclata alors que l'experte en éducation qui avait bâti sa carrière sur le diagnostic des troubles d'apprentissage admettait publiquement un échec systématique. De plus, poursuivit le docteur Osborne, sa voix s'intensifiant après avoir examiné les méthodes et les résultats de Tommy. « Je crois que nous avons mal diagnostiqué des milliers d'enfants chaque année. Nous n'identifions pas les troubles d'apprentissage. Nous les créons par des approches pédagogiques inappropriées et des évaluations culturellement biaisées. » Le docteur Morrison sauta furieusement. « Patricia, vous détruisez votre propre carrière. Pensez à ce que vous dites. »« Je pense à chaque enfant que j'ai mal étiqueté, » répondit-elle fermement. « Je pense au père de Tommy qui est mort en luttant pour le potentiel de son fils pendant que j'écrasais systématiquement ce potentiel avec mon ignorance. » Tommy descendit de la barre des témoins et marcha directement vers le docteur Osborne. Devant des centaines de témoins, il tendit sa petite main et dit « Docteur Osborne, merci d'avoir été assez courageuse pour admettre que vous aviez tort. C'est ce que font les vrais scientifiques quand ils découvrent une nouvelle vérité. » Le moment fut capturé par chaque caméra dans la pièce, un garçon de 7 ans offrant pardon et sagesse à l'adulte qui avait failli détruire son avenir.
La décision de la juge Chen fut rapide et complète. Ce tribunal estime que le programme d'innovation éducative du plaignant ne nuit pas aux enfants participants et démontre en fait des avantages remarquables. De plus, cette affaire révèle de sérieuses questions sur les pratiques de diagnostic actuelles qui justifient une enquête immédiate par les autorités étatiques et fédérales. Elle regarda directement Tommy. « Jeune homme, vous nous avez montré que le plus grand handicap auquel notre système éducatif est confronté est son incapacité à reconnaître l'intelligence individuelle des enfants. Votre courage à dire la vérité au pouvoir me donne de l'espoir pour l'avenir. » 6 mois plus tard, les centres d'innovation de la Fondation Wellington s'étaient étendus à 12 villes à travers l'Amérique. Tommy, maintenant âgé de 8 ans, était officiellement reconnu comme le plus jeune consultant éducatif de l'histoire, travaillant avec des programmes de formation des enseignants à l'échelle nationale tout en poursuivant ses propres études accélérées. Madison Wellington était devenu major de sa promotion à la Prestige Academy, non pas par des aménagements spéciaux, mais par des méthodes d'enseignement qui honoraient la façon dont son esprit traitait naturellement l'information. Les 9 autres enfants du programme original s'épanouissaient dans des écoles qui avaient complètement restructuré leurs approches des différences d'apprentissage individuelles. Le docteur Patricia Hawthorne avait quitté sa pratique privée pour diriger la recherche sur l'évaluation éducative culturellement pertinente, dédiant sa carrière à réparer les dégâts qu'elle avait contribué à créer. Et Maria Martinez, elle-même était retournée à l'école, poursuivant un diplôme en politique éducative, déterminée à s'assurer qu'aucune autre famille n'affronterait les difficultés qui avaient coûté la vie à son mari et failli détruire le potentiel de son fils. Alors que Tommy était assis sous son chêne préféré à Riverside Elementary, enseignant maintenant à un groupe croissant d'enfants pendant la récréation, il réfléchit à la façon dont tout avait commencé avec la fille solitaire d'un milliardaire qui pensait qu'elle était stupide. « Tommy », dit Madison, assise à côté de lui, comme elle le faisait chaque jour après la fin de ses cours. « Penses-tu que nous avons vraiment changé les choses ?» Tommy sourit, regardant des enfants plus jeunes découvrir que l'apprentissage pouvait être magique au lieu d'être douloureux. « Madison, tu te souviens ce que tu m'as demandé le premier jour ? Tu as dit que j'apprenais mal à ce petit garçon. » Je me souviens. Tu avais raison. Tout le monde enseignait mal à tout le monde, y compris les personnes qui étaient censées être des experts. Mais nous avons trouvé comment faire les choses correctement. Madison sourit. Alors, nous ne m'avons pas seulement aidé à apprendre les maths. Nous avons aidé tout le monde à apprendre. Exactement, dit Tommy, ses yeux scintillant de la même sagesse qui avait commencé leur incroyable voyage. Et c'est la leçon la plus importante de toutes. Tout le monde est brillant. Il faut juste trouver la bonne façon de laisser cette brillance s'exprimer. Alors que le soleil de l'après-midi se couchait sur le terrain de jeu où leur amitié avait commencé, Tommy Martinez et Madison Wellington continuèrent leur travail de prouver qu'aucun enfant n'est jamais trop brisé pour apprendre, trop différent pour réussir, ou trop jeune pour changer le monde.